Donc, on commence le cours des comas non traumatiques. C'est le cours donc de Dr Aouaj. Alors, comme traduction, donc, c'est un trouble aigu. Les comas, c'est un trouble aigu de la conscience, donc qui va de la confusion mentale, de la simple confusion mentale, jusqu'au coma dépassé, c'est-à-dire, si vous voulez, la mort. La mort, alors, il s'agit soit d'une souffrance cérébrale diffuse dans tout le cerveau, soit une lésion focale qui est localisée au niveau cérébral, qui est responsable donc du coma. Il s'agit donc d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Il faut très vite poser un diagnostic et très vite prendre en charge ces malades. Donc, les étiologies du coma sont nombreuses et surtout, ce qu'il faut faire dès le début, c'est des gestes urgents pour préserver les fonctions vitales. C'est-à-dire que dès que vous avez un malade comateux, donc aux urgences, il faut d'abord tout de suite lever d'urgence, faire les gestes d'urgence pour préserver les fonctions vitales. Avant de penser au diagnostic et des traitements de fond, si vous voulez, il faut d'abord lever d'urgence, faire les gestes pour préserver les fonctions vitales. D'accord? Alors, de point de vue physiopathologique, il faut savoir que les comas sont dus soit à une atteinte cérébrale, là vous voyez au niveau du cerveau, soit une atteinte cérébrale diffuse, diffuse au niveau cérébral, soit à une atteinte de cette formation qu'on appelle la formation réticulée activatrice ascendante, la formation réticulée activatrice ascendante qui est responsable de la vigilance, de l'éveil de la vigilance et qui est située, vous voyez, à la partie postérieure du tronc cérébral. Donc, on peut avoir soit une atteinte de cette réticulée, soit une atteinte, donc, un peu diffuse, hémisphérique cérébrale. Alors, si vous avez une atteinte hémisphérique, on parle de coma de décortication, et si vous avez une atteinte du tronc cérébral, on parle de coma de décérébration. Alors, quand vous recevez un malade donc dans un état comateux, la première des choses à faire, c'est d'évaluer son niveau de conscience. Évaluer son niveau de conscience, c'est-à-dire rechercher le score de Glasgow, l'échelle de Glasgow. Donc, pour voir combien il est scoré. Alors, s'il est scoré, par exemple, à 3, là, il est dans un coma profond avec un décès imminent. S'il est scoré à 15, là, c'est un sujet normal, conscience normale. D'accord? Et entre les deux, bien sûr, alors, comment on score le coma? C'est un score de moins de 7, inférieur ou égal à 7. Alors, comment vous allez le scorer? Donc, grâce à l'échelle de Glasgow. Alors, on va évaluer 3 types de réponses. La réponse à l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Le MV, donc l'ouverture des yeux, les yeux, la réponse verbale, la réponse motrice. Donc, pour l'ouverture des yeux, vous allez donc mettre un point, si vous voulez. Si l'ouverture, il n'y a aucune ouverture des yeux. Même si vous le pincez, si vous lui faites mal, etc., il n'y a pas d'ouverture des yeux. Là, vous mettez un 1. Si il y a une ouverture des yeux, mais à la douleur, quand vous le pincez, c'est là qu'il ouvre des yeux. Là, vous mettez un 2. Si il ouvre les yeux à la demande, c'est-à-dire vous lui dites ouvrez les yeux, il les ouvre. Là, vous mettez un 3. Et si l'ouverture est spontanée, là, vous mettez un 4. D'accord? Spontané, c'est-à-dire c'est un sujet, si vous voulez, et puis presque normal. Là, il ouvre spontanément les yeux, c'est un 4. S'il n'ouvre pas du tout, même pas à la douleur, etc., là, c'est un 1. Voilà. La réponse verbale. La réponse verbale, alors si le malade n'a aucune réponse, alors vous essayez de lui parler, il n'y a aucune réponse verbale, vous mettez un 1. Si il répond, mais de façon incompréhensible, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, les mots qu'il prononce, donc là, vous mettez un 2.
Si vous comprenez le mot qu'il prononce, il prononce bien, mais c'est un mot qui est inapproprié. Par exemple, vous lui dites quel est ton nom, il vous dit j'ai mangé un sandwich, par exemple. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que vous lui avez demandé. Donc là, vous comprenez, mais c'est inapproprié. C'est une réponse qui est inappropriée. Là, vous mettez un 3. Si c'est une réponse, s'il vous répond bien, mais il est confus, c'est une réponse confuse, il répond bien à ce que vous lui demandez, mais c'est une réponse confuse, là vous mettez un 4. Si c'est une réponse normale, vous mettez un 5. Pour la motricité, donc la réponse motrice, si le malade ne fait aucun geste, aucune motricité, complètement déficitaire, vous mettez un 1. Si vous voyez qu'il est en rigidité de décérébration ou rigidité de décortication, c'est quoi ça? Alors, rigidité de décérébration, ça veut dire qu'il y a une atteinte du tronc cérébral. De décortication, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte cérébrale, des hémisphères cérébraux. D'accord? Alors, je vais vous montrer une image, comme ça vous allez savoir reconnaître les deux types de rigidité. Voilà. Là, vous avez en haut, donc, une rigidité de décortication, c'est-à-dire c'est le cortex cérébral qui est touché. D'accord? C'est un coma par atteinte corticale. À ce moment-là, regardez, les membres inférieurs sont en extension, avec même flexion plantaire donc les membres en extension. Les membres supérieurs, regardez, ils sont en flexion. Ça, c'est quand vous voyez un malade comme ça, rigide comme ça, avec cette posture-là, là, ça veut dire qu'il est en décortication, c'est-à-dire c'est le cortex cérébral qui est touché. C'est un coma par atteinte corticale. En bas, vous voyez les membres inférieurs, c'est la même chose, mais les membres supérieurs, regardez, ils sont en extension. Une extension, regardez, avec cet enroulement de la main, comme ça, en flexion-pronation, surtout extension de membre supérieur. Là, ça veut dire qu'on a un coma par décérébration, c'est-à-dire c'est le tronc cérébral qui est touché. Donc, rigidité donc coma par décortication, coma par décérébration. Donc là, si vous voyez une décérébration, vous mettez un 2 par atteinte donc, du tronc cérébral. Ça, c'est plus grave que la décortication. Si vous voyez une décortication, une attitude en décortication, là, vous mettez un 3. Si le malade, vous le pincez, il fait un évitement, il essaye d'éviter. Là, vous mettez un 4. C'est-à-dire, il évite, mais de façon anarchique. Là, vous mettez un 4. Si vous le pincez et qu'il vous évite, mais d'une façon appropriée, c'est-à-dire vous le pincez au niveau de la main droite, il évite de la main droite, si vous voulez. Là, c'est un évitement qui est approprié. Là, vous mettez un 5. Si maintenant, le malade bouge, aux ordres, vous lui dites, par exemple, serre ma main, il la serre, relève ton pied, il le relève, etc. Là, c'est normal, vous mettez un 6. Voilà. Et vous faites donc le total de tous ces points. Et normalement, chez un sujet normal, si la conscience est bonne, si vous voulez, on doit avoir 15, un score de 15. D'accord? Un comateux, c'est moins de 7. Et si vous avez un score de 3, carrément, là, c'est le coma profond, ça va vers le décès. Voilà le score de Glasgow. Le score de Glasgow qu'on doit savoir faire, si vous voulez, tout de suite. Dès que vous recevez le malade, la première des choses à faire, c'est le score de Glasgow. D'accord? Il faut scorer le malade. D'accord? Maintenant, on peut faire un autre score. Bon, celui-là, si vous voulez, c'est à connaître, mais le plus important, c'est l'échelle de Glasgow. Vous avez aussi l'échelle de Glasgow-Liège, c'est-à-dire dans les comas profonds, dans les comas un peu profonds, si vous voulez, faire le score de Glasgow plus des réflexes du tronc cérébral. On a une atteinte du tronc cérébral, donc on va chercher les réflexes. Quels sont les réflexes des réflexes du tronc cérébral, s'ils existent ou s'ils sont abolis.
Alors, alors vous en avez plusieurs. L'essentiel, c'est de connaître l'échelle de Glasgow. C'est ça, c'est le score le plus important. Alors, les réflexes du tronc cérébral, par exemple, vous avez le réflexe fronto-orbiculaire. Alors, si le réflexe fronto-orbiculaire est touché, vous mettez un 5. Si le réflexe oculocéphalique vertical est touché, vous mettez un 4, etc. Mais ça, on les cherche surtout quand le coma est un peu profond. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout l'échelle de Glasgow. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est stadifier le coma, mettre un stade chez ce malade. Est-ce que il fait un coma stade 1, coma stade 2, stade 3, stade 4, d'accord? Donc, quand vous recevez un malade aux urgences, scorer le malade, score de Glasgow, et mettre un stade à ce comateux, d'accord? Donc, alors, le coma stade 1, c'est un coma vigile, c'est-à-dire il est un peu, le malade, il est encore conscient, si vous voulez. Alors, par exemple, les réponses sont possibles. Si vous lui demandez quelque chose, il vous répond, même si ce n'est pas bien compréhensible, mais il vous répond. Donc, il répond aux stimulations verbales et sensorielles. Si vous le pincez, il sait même de quel côté vous l'avez pincé. Donc, les mouvements de défense sont adaptés contre la douleur, c'est-à-dire, si vous le pincez, il se défend du côté où vous l'avez pincé. Donc, c'est un coma vigile. Il est un petit peu, si vous voulez, obnubulé. C'est l'obnubulation sans qu'il y ait une atteinte très importante de la conscience. Ça, c'est le coma vigile. Stade 2, c'est le coma léger. C'est-à-dire, vous avez une réponse aux stimulations, mais qui est inadaptée. C'est-à-dire, vous le pincez à droite, il va répondre à gauche. D'accord? Vous le pincez au niveau de la main droite, et il va soulever sa main gauche ou son pied. Donc, il y a la réponse aux stimulations douloureuses, mais qui n'est pas adaptée. Mais dans le coma léger, on n'a toujours pas de troubles neurovégétatifs. Parce que ce qui est important dans les comas, c'est l'apparition de troubles neurovégétatifs. Ça rend, si vous voulez, le coma plus grave. En stade 2, le stade 3, c'est le coma carus ou le coma profond. Donc, coma profond, là, on commence à avoir des mouvements de décérébration aux stimulations, c'est-à-dire aux stimulations douloureuses. C'est-à-dire, si vous pincez votre malade, vous avez des mouvements de décérébration. Ça veut dire que le tronc cérébral est touché. Donc, vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure, si vous pincez votre malade, vous avez cette rigidité. Il fait cette extension des membres supérieurs et des membres inférieurs. D'accord? Il fait cette rigidité, donc, de décérébration. Donc ça, c'est le coma profond. Et à partir du coma profond, commencent à apparaître les troubles neurovégétatifs qui font donc la gravité du coma, l'apparition de troubles neurovégétatifs. Le stade 4, c'est le coma dépassé. En fait, c'est la mort, si vous voulez. C'est la mort, avec persistance seulement de certaines réponses, c'est-à-dire pas de réponse du tout aux stimulations, hypotonie, mydriase, le malade étant, les pupilles sont complètement dilatées, il est en mydriase, donc c'est un signe, si vous voulez, de mort. Si vous débranchez le malade, ça y est, il est mort. Donc, même les fonctions végétatives sont complètement abolies. Il n'y a plus de fonctions végétatives. D'accord? Ça, c'est le coma, donc, dépassé. Donc, voilà les 4 stades du coma. Il faut savoir mettre un stade chez votre malade. Est-ce que c'est un coma stade 1, 2, 3, 4? Donc, le score de Glasgow et le stade du coma. La prise en charge. Vous recevez donc votre malade aux urgences. Comment le prendre en charge? La première des choses, comme je vous ai dit, c'est rechercher une menace vitale, immédiate, et c'est-à-dire c'est les fonctions vitales qu'il faut surveiller et juguler.
juguler l'urgence vitale, d'accord? Problèmes respiratoires, cardiaques, la tension artérielle, tout ça. C'est la première des choses à chercher et juguler donc ces urgences. Deuxièmement, il faut faire donc l'interrogatoire de l'entourage parce que c'est un malade comateux, même si c'est un coma vigile, généralement il ne peut pas vous répondre. Il est ramené par soit les pompiers, soit sa famille, soit ses voisins, soit des gens dehors. Par exemple, il a eu un coma dehors, c'est des gens qui le ramènent. Donc là, il faut faire l'anamnèse rigoureuse, donc la plus rigoureuse possible, des personnes qui l'ont ramené avec un examen général. L'examen général, c'est-à-dire tension artérielle, le pouls, l'examen cardiaque, abdominal, pulmonaire, c'est-à-dire un examen général. Il faut apprécier le niveau de conscience. Donc, score de Glasgow, stade du coma. Apprécier le niveau de conscience. Il faut faire un examen neurologique parce qu'un état, un coma, ça veut dire que, quelle que soit l'origine, origine métabolique, traumatique, toxique, etc., ça retentit donc sur le système nerveux et donc faire un examen neurologique d'un comateux, demander les bilans, surtout les bilans d'urgence, et commencer un traitement, si vous voulez, un traitement en fonction de la cause. D'accord? Alors, à l'admission, donc, je vous ai dit, il faut chercher une menace vitale. C'est la première des choses à faire. Donc, par exemple, une hypotension très importante, une hypertension très importante, une hypoglycémie, un coma acétocétosique, etc. Donc, attention en fonction vitale. Donc, c'est la première des choses à faire. Donc, voir la ventilation, si le malade respire bien, si sa tension, prendre la tension artérielle, le pouls, le rythme cardiaque, faut voir le rythme cardiaque, la température, il peut être en hyper ou bien en hypothermie, qui peut être la cause donc d'un coma. Et il faut faire, bien sûr, rechercher la glycémie capillaire. D'accord? Donc, ça, c'est tout de suite. Dès que vous voyez votre malade, voir sa respiration, sa tension artérielle, son rythme cardiaque, sa température, sa glycémie. C'est les premières des choses à faire avant même de savoir de quoi il souffre. C'est-à-dire, quelle est la cause de son coma. Bon, il faut tout de suite prendre un abord parce que vous allez faire passer probablement des substances importantes, des médicaments, etc. Donc, avant que le malade ne soit en état de choc, il faut tout de suite prendre donc un abord et mettre le malade sous monitoring pour surveiller donc sa tension, son pouls, sa saturation en oxygène, etc. La première des choses, faire tout ça. D'accord? Ensuite, vous allez procéder à l'anamnèse, c'est-à-dire l'interrogatoire des personnes qui l'ont accompagné. Alors, il faut essayer de retirer le maximum de renseignements, surtout les antécédents. Par exemple, c'est un malade qui peut avoir des antécédents diabétiques, qui peut être hypertendu, il peut être, c'est peut-être quelqu'un qui fait une insuffisance rénale et qui est dialysé, peut-être qui fait une encéphalopathie urémique, peut-être qu'il a un problème hépatique dans le passé, donc c'est une encéphalopathie hépatique, etc. Donc, les antécédents, c'est très important donc de connaître les antécédents. Peut-être qu'il a eu un traumatisme crânien et que maintenant il nous fait un hématome, un hématome sous-dural. Donc voilà, les antécédents. Et il faut voir aussi les circonstances survenues. Peut-être que tu viens de faire un accident de circulation. Le mode d'installation, c'est-à-dire peut-être que ce coma, s'il est d'installation brutale, vraiment brutale, ça vous fait penser surtout aux accidents vasculaires, hémorragiques, ischémiques, etc. Et si l'installation s'est faite sur quelques heures ou quelques jours, peut-être que c'est un problème métabolique ou infectieux. D'accord? Donc, le mode d'installation, c'est très important. Ce qu'il faut faire aussi, c'est complètement déshabiller le malade. Parce qu'il y a des choses, il y a des indices, des fois, qui se cachent sur la peau, si vous voulez, sous les vêtements et qu'on ne voit pas et qui peuvent nous orienter vers l'origine de ce coma. Par exemple, les ecchymoses. Il peut avoir des ecchymoses, il peut avoir été traumatisé, reçu des coups, etc. Donc, un purpura. Donc, peut-être qu'il a un purpura qui va être caché par les habits, on ne le voit pas. Et c'est ce purpura qui est à l'origine donc du coma, d'une hémorragie cérébrale.
Ça peut être un ictère. Un ictère, donc, qui peut nous orienter vers une encéphalopathie hépatique. Ça peut être des traces de piqûres. Par exemple, vous voyez ici ces traces de piqûres sur cette main, traces de piqûres d'un scorpion responsable de ce coma. Ça peut être, donc il faut voir aussi la couleur de la peau, si elle a une couleur cochenille. Cochenille, c'est quoi? Regardez. La cochenille, c'est cet insecte. C'est un insecte. Dans certains pays, ils le font sécher, et ils le broient, et ils le transforment en cette poudre. Voilà la couleur cochenille. Voilà. Ils transforment en poudre. Bon, dans certains pays, ils l'utilisent comme colorant alimentaire. Voilà, voilà la couleur cochenille. Donc, vous pouvez trouver cette couleur sur la peau du malade et ça va vous orienter vers l'intoxication à l'oxyde de carbone, cette couleur cochenille. D'accord? Alors, donc voilà tous ces indices qui sont parfois cachés par les habits. Donc, c'est pour ça qu'il faut déshabiller le malade et qui peuvent nous orienter vers la cause du coma. Il faut aussi faire tout de suite aussi l'examen général, c'est-à-dire cardiaque, pulmonaire, cardiaque. Le malade, il peut faire par exemple un trouble du rythme, il peut faire aussi un problème pulmonaire, un pneumothorax par exemple, un problème abdominal à l'origine de ce coma, par exemple une péritonite, d'accord, un abdomen chirurgical. Donc l'examen général est très important avant l'examen neurologique, d'accord. Donc on a vu ce qu'il faut faire en urgence, l'interrogatoire. Il faut apprécier le niveau de conscience. Le niveau de conscience, c'est-à-dire, vous pouvez déjà demander au malade son nom. Quel est ton nom? Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux, etc. En fait, il faut voir le niveau de conscience et essayer donc de poser le score de Glasgow et le stade du coma, en appréciant donc le niveau de conscience. Ensuite, vous avez levé l'urgence, pris un abord 22, mettre le malade sous monitoring, etc. Là, vous faites un examen neurologique, hein, puisque c'est un coma, c'est une atteinte donc du système nerveux. Là, vous faites un examen neurologique, c'est-à-dire normal, motricité, tonus, réflexe, l'examen de la pupille, l'examen des yeux, l'oculomotricité, la pupille, etc. Et l'étude de la fonction ventilatoire, c'est-à-dire la ventilation respiratoire, voir s'il y a une respiration centrale, l'allure centrale, après avoir éliminé, bien sûr, les troubles de la respiration pulmonaire. D'accord? Il faut maintenant chercher des troubles ventilatoires centraux. Alors, donc là, en examinant le malade, vous examinez donc l'examen neurologique, vous cherchez la motricité, le tonus, les réflexes. Vous voyez toujours dans le coma s'il y a une rigidité décortication par atteinte du cortex cérébral ou de décérébration par atteinte du tronc cérébral. Hein. Vous recherchez, par exemple ici, vous recherchez s'il y a un syndrome méningé, témoignant d'une hémorragie méningée ou d'une méningite ou méningoencéphalite. D'accord? Vous voyez s'il y a une asymétrie à la réponse à la douleur, asymétrie de la réponse à la douleur. Par exemple, si vous pincez le malade à gauche, il ne réagit pas, à droite, il réagit, ça veut dire qu'à gauche, peut-être qu'il fait une hémiplégie sur AVC. D'accord? Même chose pour l'hypotonie. S'il est complètement hypotonique, par exemple, à gauche, et qu'il a une bonne tonus à droite, ça veut dire qu'il fait aussi peut-être un AVC, une tumeur cérébrale. Le Babinski, les réflexes asymétriques, tout ça, il faut donc faire un examen neurologique complet, d'accord? Et surtout rechercher des signes méningés, parce que ça peut être une méningite ou une hémorragie méningée, d'accord? L'examen des yeux. Donc, on a vu la motricité, les réflexes, l'examen des yeux. Alors, il faut chercher toujours s'il y a une mydriase aréactive, surtout si elle est unilatérale. Une mydriase qui ne réagit pas donc à la lumière, et si elle est unilatérale, ça veut dire qu'on a un engagement temporal, le lobe temporal qui s'est engagé sous la faute du cerveau. Et ça se voit, par exemple, dans les HIC. Quand on a une HIC, le malade, il peut faire une HIC, soit une HIC
sur tumeur ou une HIC sur un important hématome, etc. Donc, s'il y a une importante HIC, il va y avoir un engagement, pour avoir un engagement temporal, on peut avoir un engagement du tronc cérébral dans le tronc occipital. Donc, si vous voyez une midriase d'un seul côté, donc A réactive, ça signe un engagement temporal de la troisième paire crânienne, du 3. Vous pouvez avoir aussi un myosis, c'est-à-dire diminution donc, du calibre de la pupille. A réactif, ne réagit pas à la lumière. Ça, on le voit surtout dans les comas d'origine métabolique, par exemple diabétique, surrénalien, etc., ou dans les comas toxiques aussi, dû à l'ingestion d'un toxique. Là, ça donne des myosis A réactifs. Vous pouvez aussi trouver un Claude Bernard Horner, ptosis, myosis et ophtalmie. Et ça, on l'a vu dans les AVC de Wallenberg, du bulbe. Hein? Si vous avez un Claude Bernard Horner, ça veut dire qu'on a une atteinte donc centrale. Alors, le patient regarde donc un Claude Bernard Horner au cours d'un coma, hein? Ça veut dire qu'on a une atteinte centrale. Alors, le patient, il peut regarder son hémicorps sain. Ça veut dire qu'il a une lésion hémisphérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous vous rappelez quand vous avez fait les AVC, dans les atteintes, dans les AVC ischémiques étendus, on vous dit le malade regarde sa lésion. Il regarde sa lésion. C'est-à-dire le malade, ses yeux sont déviés, les deux yeux sont déviés du côté de l'AVC. Alors, donc, en fait, du côté de l'AVC, en fait, il regarde son hémicorps sain. C'est-à-dire si l'AVC est à droite, l'hémiplégie, elle est à gauche. Donc, le malade, il regarde, si c'est une lésion hémisphérique, il va regarder son hémicorps sain. C'est-à-dire, il regarde sa lésion. Si maintenant la lésion, elle est au niveau du tronc cérébral, surtout protubérantiel, à ce moment-là, c'est le contraire. Le malade, il regarde il regarde son hémiplégie, d'accord? C'est-à-dire le côté atteint. Donc, ça, c'est pour reconnaître les lésions où elles sont. Donc, un coma avec un malade qui regarde du côté sain, qui n'est pas hémiplégique, ça veut dire qu'on a la lésion, elle est hémisphérique. Un malade comateux avec ses yeux qui sont déviés du côté de son hémiplégie, là, ça veut dire qu'il a une lésion protubérantielle. Maintenant, si le malade a un strabisme horizontal, là, ça veut dire qu'on a une atteinte des oculomoteurs, soit le 3 ou le 6. S'il est convergent, on a une atteinte du 6. S'il est divergent, on a une atteinte du 3. D'accord? Il faut voir aussi si le malade fait un SCO déviation. SCO déviation, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez cette image. C'est-à-dire qu'il a un œil plus bas que l'autre. L'œil est dans l'axe vertical, il est plus bas que l'autre. Et ça signe des SCO déviation, signe une atteinte du tronc cérébral, une atteinte, si vous voulez, ce qu'on appelle des noyaux vestibulo oculomoteurs au niveau du tronc cérébral. Ça veut dire donc que notre comateux a une atteinte au niveau du tronc cérébral. Alors, vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle le réflexe oculocéphalique, ce qu'on appelle les yeux de poupée, c'est-à-dire ce réflexe oculoncéphalique, normalement, quand vous faites bouger la tête du malade du côté, enfin c'est un sujet normal, hein, si vous faites bouger passivement sa tête du côté par exemple gauche, ses yeux automatiquement ils vont aller à droite, d'accord? Ce réflexe en cas d'atteinte de coma, surtout dans les comas toxiques, les comas toxiques, les comas métaboliques, surtout les comas toxiques, hein, ce réflexe, il va être aboli. D'accord? Donc, voilà l'examen des yeux. Il faut chercher donc la mydriase, le myosis, le Claude Bernard Horner, le SCO déviation, etc. Ensuite, il faut examiner aussi la respiration. La respiration, c'est très important de savoir s'il y a une respiration normale, s'il y a une respiration centrale, quelle est
sa localisation. Alors ici, vous voyez en haut une respiration normale. Voilà ce qu'on obtient sur le tracé, une respiration normale. En bas, là, on a une respiration de Cheyne-Stokes. La respiration de Cheyne-Stokes, c'est une respiration périodique, c'est-à-dire, vous voyez, le malade respire normalement, après il y a une pause. Ensuite, il reprend la respiration, ensuite une pause. Et ça, on le voit surtout en cas d'atteinte d'idioencéphale ou bien du mésencéphale, surtout dans les comas métaboliques. Donc, la respiration de Cheyne-Stokes. Donc, respiration normale, pause, etc. Et là, on a une hyperventilation, regardez, là, d'origine centrale. Là, regardez, la fréquence est très importante. Donc, ça, c'est une hyperventilation d'origine centrale qu'on voit aussi surtout dans les comas dans l'acidose métabolique, dans les comas métaboliques, surtout l'acidose métabolique. Donc, on va avoir la fréquence de la respiration qui va augmenter, mais d'origine centrale, pas pulmonaire. L'hyperventilation, donc, neurogène centrale. Ensuite, on a cette respiration apneutique, donc la respiration qu'on appelle la respiration apneustique ou de Kussmaul, donc où vous avez une inspiration, pause, expiration, pause, inspiration, pause, donc c'est alternance d'inspiration, pause en inspiration, et expiration, pause en expiration. Et ça signe surtout les atteintes de la partie basse du tronc cérébral. Aussi, on voit ça aussi dans les comas d'origine acédocétosique, métabolique. Et vous avez enfin cette respiration qu'on appelle la respiration ataxique, qui est très irrégulière, anarchique. Regardez, il y a une respiration, après il n'y a rien, après une respiration, il n'y a rien, etc. Là, c'est une respiration qui est très anarchique. Elle n'est pas périodique comme les autres respirations. Donc là, elle n'est pas vraiment périodique et ça signe l'atteinte bulbaire du bulbe cérébral. Généralement, c'est une respiration qui survient juste avant un arrêt cardiaque. Donc, la respiration ataxique. Voilà les différentes respirations centrales hein, qu'on peut avoir et qui nous orientent donc ces respirations vers l'endroit, si vous voulez, où il y a la lésion. Donc, quels sont les bilans à faire? Alors, les bilans à faire, si vous voulez, en urgence. Hein. Alors, il faut voir bien sûr l'oxymétrie, donc la saturation en oxygène, la tension artérielle, la glycémie capillaire, c'est très important, la glycémie capillaire, une FNS, un ionogramme, calcémie, bilan hépatique. Bon, attention, le bilan hépatique, ça peut nous orienter vers une encéphalopathie hépatique, l'urée vers une encéphalopathie urémique, la créatinine, les gaz du sang. Et aussi, il faut penser surtout chez les sujets jeunes à faire des dosages toxicologiques, des barbituriques, des toxiques, des différents toxiques. Donc, les dosages toxicologiques, parce que les comas toxiques sont devenus très, très fréquents. Donc, voilà les bilans à faire en urgence à la recherche déjà d'une éventuelle étiologie. Il faut faire un ECG à la recherche de troubles du rythme, par exemple, à l'origine du coma, une radio du thorax, ça peut être par exemple un pneumothorax à l'origine donc de ce coma. Il faut faire un scanner ou éventuellement une IRM pour voir peut-être que c'est une hémorragie, comme vous voyez ici, une hémorragie cérébrale ou bien une hémorragie méningée. Il faut faire une ponction lombaire, peut-être c'est une méningite, méningocéphalite ou une hémorragie méningée. Il faut faire un EEG, ça peut être un coma sur épilepsie, un coma épileptique, d'accord, un état de mal épileptique, d'accord, donc un EEG. Et il faut faire aussi certains bilans endocriniens, la TSH, ça peut être par exemple un coma thyroïdien, le cortisol, le test au synactène, ça peut être aussi un coma surrénalien.
par atteinte des surrénales. Il faut doser la vitamine B1, la thiamine, on appelle ça la thiamine. Ça peut être un coma par un manque de vitamine B1. D'accord? Et même les anticorps, certains anticorps, mais ça, c'est pas dans l'urgence, si vous voulez, pour rechercher certaines maladies auto-immunes qui se compliquent donc d'un coma. Voilà donc les différents bilans. Surtout, n'oubliez pas les bilans d'urgence, d'accord? La glycémie, le monogramme, le maladie peut faire par exemple une hyponatrémie. Vous savez que l'hyponatrémie, ça donne un œdème cérébral et un coma, d'accord? Le coma hyposmolaire. Donc là, il faut faire, n'oubliez jamais le bilan d'urgence. Alors, le traitement maintenant à entreprendre en urgence. Donc, le traitement à entreprendre en urgence. Alors, si c'est un coma, hypoglycémique, par hypoglycémie, d'accord? Alors, il faut soit mettre carrément 50 millilitres de sérum glucosé hypertonique en IV, ou surtout si c'est un coma important chez un diabétique insulinodépendant, il faut carrément utiliser le glucagon et avec une voie d'abord veineuse rapide. D'accord? Alors, si c'est un coma par manque de vitamine B1, de thiamine, le manque de vitamine B1 peut nous donner un coma très important. Donc, il faut tout de suite injecter 100 mg en IVL, nivellante donc, avant même la perfusion de sérum glucosé hypertonique. Il faut injecter 100 mg de thiamine en nivellante. Ça peut être aussi, ça peut être une méningite. Alors là, n'oubliez pas les méningites virales, c'est très fréquent. Et donc, donner de la cyclovir. Et donner aussi, en cas de méningite, les antibiotiques, les céphalosporines de troisième génération associés à l'amoxicilline, à la dose très importante, donc dose méningée. Il faut aussi, en cas, si vous voyez que c'est un coma d'origine toxique, donner du naloxone. Le naloxone, c'est un médicament qui peut arrêter temporairement les effets des drogues, les drogues opioïdes. D'accord? Le naloxone, il va aider à éviter des troubles respiratoires dus à un surdosage d'opioïdes. D'accord? Le naloxone. Donc ça, c'est en cas de coma toxique. Toujours dans le coma toxique, dû au barbiturique, il faut donner du flumazénil, qui est un antidote pour annuler les effets donc des barbituriques, surtout les benzodiazépines. D'accord? Donc, dans les comas toxiques. Alors, quelles sont les différentes étiologies de ces comas? Alors, les différentes, surtout les comas toxiques. Alors, vous avez bien sûr les comas des traumatismes, en cas de traumatisme crânien, accidents de circulation, etc. Vous avez surtout le coma toxique, qui sont devenus de plus en plus fréquents, les comas métaboliques et endocriniens, le coma épileptique, les comas avec syndrome méningé, soit méningite, méningoencéphalite ou hémorragie méningée, et les comas avec signes de focalisation, c'est-à-dire des signes focalisés qui ne sont pas diffus au niveau cérébral. Par exemple, les comas sur AVC, les comas sur tumeur, etc. D'accord? Sur tumeur avec un important œdème, avec un engagement, etc. Donc, voilà les différents comas. Alors, pour un tiers des cas, c'est des causes structurelles, c'est-à-dire une atteinte au niveau cérébral même, c'est-à-dire AVC, tumeur, etc. Pour les 2 tiers des cas, c'est des causes systémiques, c'est-à-dire une atteinte ailleurs, par exemple métabolique, endocrinienne, toxique, etc., avec bien sûr répercussions sur le système nerveux, et donc coma. Et il faut savoir que les causes toxiques sont très importantes et que sont devenues très, j'allais dire, les plus fréquentes. Voilà. Alors, comment reconnaître le coma toxique? Le coma toxique, il va être évoqué dans tout coma qui est inexpliqué, c'est-à-dire c'est un malade qui n'a pas d'antécédent, il n'a aucun antécédent. Vous prenez la tension, vous prenez la glycémie, vous faites le bilan d'urgence, tout ça, vous n'allez rien trouver.
tout ça, et chez les jeunes surtout, il faut penser à l'ingestion de toxiques. Et donc, il faut rechercher dans les urines et dans le sang, donc, d'éventuels produits toxiques. Alors, il faut faire une barbithémie, c'est-à-dire recherche dans le sang de barbiturique, et même doser l'alcoolémie. D'accord? Donc, voilà ce qu'il faut faire devant l'éventualité d'un coma toxique. Alors, si on craint une overdose, par exemple, quelqu'un qui fait un coma et qui est suspect d'avoir fait une overdose, donc vous allez voir, le malade va faire un coma, il va faire un myosis très serré, des problèmes respiratoires, il va avoir des piqûres. Il faut chercher toujours des piqûres d'aiguilles au niveau des membres. Donc là, il faut toujours faire l'administration. Il faut administrer au niveau le narcan qui est un antidote des opiacés. Et donc, si ces signes-là vont disparaître, si vous avez des signes comme ça, qu'on ne peut pas les mettre en évidence, si vous voulez, du point de vue bilan biologique, etc., il faut administrer tout de suite au niveau du narcan, hein, qui est un antidote des opiacés, et donc ces signes-là vont disparaître et vous avez confirmé votre diagnostic. Il faut chercher aussi des causes iatrogènes ou des causes exogènes, comme l'ingestion, bien sûr, de barbiturique, de benzodiazépines, le Valium, le Lexomil, etc., à très forte dose. Donc, l'intoxication à l'oxyde de carbone, qui est devenue maintenant très fréquente, hein, et aussi les organophosphorés, l'intoxication aux organophosphorés. Les organophosphorés, donc on les trouve dans les pesticides, quand on mange, si vous voulez, dans les insecticides et les pesticides. Donc les insecticides, les pesticides sont très utilisés donc, dans l'agriculture et en ingérant si vous voulez, les légumes, les fruits, etc., on peut être intoxiqué aux organophosphorés. Donc, à la longue, ça peut donner un coma toxique par ingestion de ces organophosphorés. Alors, donc, on a vu les comas toxiques, les comas toxiques. On va voir donc les comas métaboliques endocriniens. Il faut chercher toujours devant un comateux, bien sûr, une cause métabolique, éventuellement aussi une cause endocrinienne. Donc, plusieurs causes sont possibles, soit l'anoxie cérébrale par arrêt cardiaque. Donc, arrêt cardiaque, un choc cardiogénique, infectieux, hémorragique, par exemple, une importante hémorragie fait qu'il va y avoir une anoxie cérébrale et donc coma. Un arrêt cardiaque, par exemple, ça va donner aussi une anoxie cérébrale et donc coma. Donc, il faut chercher l'anoxie cérébrale par atteinte cardiaque infectieuse, par exemple, lors d'une septicémie, ou hémorragique. Donc, l'anoxie cérébrale. Il faut chercher aussi une encéphalopathie respiratoire. Donc, toujours par un problème respiratoire, donc anoxie, et on va avoir une encéphalopathie. Donc, coma. Il faut chercher aussi un coma dû à une hypoglycémie. Donc, le coma hypoglycémique. Donc, à ce moment, comment on le reconnaît? C'est un coma avec des sueurs très importantes. Des sueurs importantes. Et à l'examen neurologique, on va trouver un signe de Babinski. On va trouver aussi une hypothermie. Malgré les sueurs, il y a une hypothermie. On peut trouver aussi des signes convulsifs et des signes déficitaires, localisés, par exemple une hémiparésie, etc. Donc, surtout, dans le coma hypoglycémique, les sueurs abondantes et l'hypothermie. Il faut chercher aussi les encéphalopathies hypo- ou hyperosmolaires. Donc, des troubles de l'osmolarité plasmatique qui sont responsables, donc l'hyposmolaire, surtout en cas de troubles ioniques, surtout en cas de troubles du sodium, hyperosmolaire chez les diabétiques. D'accord? Donc, les encéphalopathies hypoosmolaires, responsables aussi d'un coma. Il faut rechercher ce qu'on appelle l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke, qui est un déficit en vitamine B1, en thiamine. Donc, ça va nous donner un coma par encéphalopathie, ce qu'on appelle l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke.
Il faut rechercher aussi une encéphalopathie hépatique chez les insuffisants hépatiques. Donc, ça peut nous donner un coma par insuffisance hépatique. L'insuffisance rénale aussi. Donc, on va avoir un coma, une encéphalopathie urémique. L'encéphalopathie par d'autres infections, par d'autres maladies endocriniennes, surtout l'insuffisance rénalienne, l'hypothyroïdie sévère, l'hypercalcémie. Tout ça, ça peut nous donner aussi un coma par une encéphalopathie endocrinienne. Donc, voilà les différentes causes des comas métaboliques et endocriniens. Autre cause du coma, le coma épileptique. Donc, vous savez qu'après une crise tonico-clonique généralisée, le malade il va faire un coma, ce qu'on appelle le coma post-critique. Mais celui-là ne doit pas excéder 20 à 30 minutes. Donc, dans ce cas-là, il faut rechercher, c'est-à-dire vous n'êtes pas sûr que c'est une épilepsie, c'est-à-dire il faut faire l'interrogatoire. Si on vous dit qu'il a fait une perte d'urine, une morsure de la langue, qu'il a une respiration anarchique, stertoreuse, avec une respiration avec le malade, si vous voulez, il a une voix spéciale, ce qu'on appelle la respiration stertoreuse. Il fait du bruit en respirant. Donc là, vous êtes sûr qu'il vient de faire une crise tonico-clonique généralisée et que ce coma, c'est un coma post-critique suite à la crise. D'accord? Seulement si le malade ne se réveille pas, il peut avoir fait un état de mal épileptique. Un état de mal épileptique. Et parfois, ces signes-là, perte d'urine, morsure de la langue, la respiration, tout ça, ne sont pas rapportés. N'oubliez pas que le malade, il peut avoir fait un état de mal épileptique non convulsif. Vous savez que dans l'épilepsie, on peut avoir des épilepsies avec convulsion et l'épilepsie sans convulsion. D'accord? Par exemple, les crises atoniques. Si elles se répètent, le malade, il peut faire un état de mal non convulsif. Et à ce moment-là, c'est l'EEG qui tranche. Donc, vous faites un EEG. Si vous voyez qu'il y a des signes paroxystiques, ça, c'est en faveur donc d'un état de mal, d'un coma sur un état de mal convulsif. Donc, en tout cas, n'oubliez jamais devant un comateux de chercher un coma d'origine épileptique. Les comas avec signes méningés. Donc, si vous examinez votre malade, vous trouvez une raideur de la nuque ou bien un signe de Brudzinski, de Kernig, etc., il faut chercher une méningite, soit une méningoencéphalite, une méningite avec une encéphalite. D'accord? Donc, si le malade est fébrile, il faut chercher une cause infectieuse, méningite, méningoencéphalite, ou surtout les méningites herpétiques, qui sont très fréquentes, suite par exemple à une virose. D'accord? Vous avez la méningite herpétique qui est très fréquente. Vous avez aussi, il faut rechercher aussi des abcès et des empièmes. Les empièmes qui sont l'infection de la plèvre, de la cavité pleurale. D'accord? Il faut toujours, n'oubliez jamais de rechercher les abcès et les empièmes. D'accord? Il faut rechercher aussi, éventuellement, si ce comateux, par exemple, est rentré d'un séjour en zone endémique, par exemple, peut-être qu'il est parti en Afrique, il vient de rentrer d'Afrique, etc., il peut avoir fait un paludisme avec un coma, ce qu'on appelle l'accès pernicieux palustre, c'est-à-dire un coma sur paludisme qui n'est pas traité. D'accord? De retour, donc, d'un séjour dans une zone d'endémie, surtout en Afrique. Donc, voilà, en cas de fièvre, ce qu'il faut rechercher, surtout méningite, méningoencéphalite. Alors, sans fièvre, si vous avez des signes méningés et sans fièvre, il faut craindre l'hémorragie méningée. Un coma, donc, sur hémorragie méningée. Alors, le coma, s'il y a des signes de focalisation, c'est-à-dire si en examinant le malade, vous allez trouver des signes qui ne sont pas diffus, par exemple une hémiplégie, ou bien un signe de Babinski, ou bien donc ce qu'on appelle les signes de focalisation. Donc, ça veut dire que la tête n'est pas diffuse. À ce moment-là, il faut toujours penser au vasculaire, les AVC ischémiques, hémorragiques, la thrombophlébite cérébrale, qui est un AVC veineux, les vascularites, les maladies donc
auto-immunes vasculaires qui vont se compliquer d'une vascularite cérébrale à l'origine du coma. Il faut penser aussi à l'embolie gazeuse, l'encéphalopathie hypertensive en cas d'HTA. D'accord? Ça peut donner une encéphalopathie hypertensive, c'est-à-dire ça va donner un œdème cérébral sans qu'il y ait vraiment hémorragie. Donc l'encéphalopathie hypertensive, tout ça peut être donc à l'origine du coma. Et il faut penser aussi, en cas d'atteinte focale, aux tumeurs cérébrales, qu'elles soient primitives ou qu'elles soient secondaires, c'est-à-dire des métastases. Voilà, ça peut être aussi à l'origine du coma. Alors, enfin, n'oubliez pas que des fois, des malades simulent, c'est-à-dire ils n'ont rien du tout, ils simulent un coma. D'accord? Ils viennent, peut-être qu'ils ont eu un problème. En tout cas, ils nous simulent de coma. Soit c'est un malade qui ne parle pas, ne bouge pas, garde les yeux fermés, vous avez beau laisser, c'est-à-dire vous sentez que c'est pas vraiment euh, euh, que c'est pas vraiment vrai, d'accord? Euh, Soit c'est un malade qui ne parle pas, n'obéit pas, il garde les yeux ouverts mais ne bouge pas. Donc ces malades-là, mais avant de dire que c'est des malades qui sont en train de simuler, il ne faut jamais poser un diagnostic comme ça avant d'avoir éliminé tous les autres urgences. Il faut faire très attention. C'est après avoir tout éliminé que vous ne trouvez rien du tout. C'est un malade qui a une bonne tension, bonne glycémie, un bon bilan, aucun antécédent, pas de toxique, il n'a pas pris de toxique, etc. Et il faut penser aux malades quand même qui, des fois, simulent un coma. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à poser?